bienvenue dans les comics de Fred. Je suis ravi de vous retrouver en exclusivité dans l'atelier L'Aquarium à Toulouse, où j'étais gentiment invité par Christophe Beck, qui est derrière la caméra. Et je suis en compagnie de Dabs. Bonjour à tous. Merci de m'accorder un peu de ton temps. Mais avec plaisir. On va commencer l'interview parce que tu es submergé de boulot. Voilà, on va dire ça. Voilà. Ton début de carrière avec des personnages comme Tony et Alberto, Ouais. c'est inspiré de tes bêtises d'enfant. Comment ça t'est venu à l'idée de mettre en image ou d'écrire, puisque tu es aussi scénariste, tes bêtises d'enfant et de les mettre avec des personnages comme ces deux-là? Ouais, il faut bien raconter quelque chose. Ouais, Et, moi, ce qui m'a toujours plu depuis gamin, c'est de faire des blagues. Et puis, alors ça, je faisais pas exprès, mais c'est aussi de faire des conneries. Donc, les deux assemblés, ça faisait que j'ai compris à un certain âge que j'étais plutôt destiné à faire de l'humour, quoi. Mhm. Et que c'est vraiment ce qui me plaisait le plus, c'était de faire rire avec des choses assez simples. C'est du rire, c'est pas du sarcasme, quoi. Moi, j'ai toujours aimé les films muets, les Buster Keaton, les Chaplin, Ouais. avec une manière d'utiliser les éléments du quotidien et puis en faire tout de suite des catastrophes ou des choses qui entraînent le rire, Ouais. qu'ils soient visuels ou dans les dialogues, parce que j'aimais beaucoup dialoguer. Mais c'est vrai que dans Tony Alberto, je faisais quand même pas mal de gags muets, ça représentait au moins un bon tiers de mes albums. D'accord. Et pour en venir à ce que tu disais, j'ai commencé par ça, parce que j'étais dans une école de BD à Saint-Luc. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, Mhm. on s'écrivait des lettres. Ouais. Et j'avais un pote qui était lui-même dessinateur et qui voulait venir. On devait y aller ensemble, en fait, faire Saint-Luc. Et puis, lui, le pauvre vieux, son père, il n'a pas voulu lui payer les études, donc il est resté à Toulouse et il a fait les études de biologie. Voilà. Et moi, j'étais retourné, et donc on s'écrivait, et moi, je lui faisais des petits dessins. Mhm. Et une fois, j'avais fait un petit strip avec un petit garçon et un chien. Et j'avais fait un petit truc rigolo, je lui ai envoyé. Et puis après, je me souvenais plus ce que j'avais fait. Alors on s'écrivait pas régulièrement, donc je me suis dit, tiens, mais j'aimerais bien retrouver ce gag qui était quand même assez drôle. Donc j'en ai refait un autre. C'était pas celui que j'avais trouvé. Donc j'ai cherché, et en fait je me suis retrouvé avec plein de gags qui en fait fonctionnaient bien. Ouais. Et j'avais créé Tony et Alberto. Et j'ai jamais retrouvé de gag d'ailleurs parce qu'on se parle plus trop avec ce mec, mais ça serait marrant de le retrouver. Comment t'es venue l'idée de créer Nino et Rebecca, tes deux autres personnages? Et ben là, on aborde un autre aspect du métier, c'est que c'est pas forcément toujours quelque chose qui vient de soi, quoique. Mhm. Mais moi, je travaillais dans des revues à Milan, aux éditions Milan, et j'avais fait une fois un strip avec un petit personnage qui était plutôt sympa. Et j'ai eu l'équipe là, de la rédac qui m'a dit ouais, il est sympa ce petit bonhomme, ça serait bien de faire un truc avec. Donc en fait, on peut dire que et ce petit bonhomme, c'était Nino. Et donc il fallait le faire vivre, et donc j'ai fait venir des personnages. J'ai pris quand même, comme je m'adressais à un public assez familial, dans une édition quand même qui s'adresse aux enfants, les éditions Milan. Je me suis dit, pourquoi pas faire une famille classique, le père, la mère, le petit gamin, et alors, pourquoi pas sa grande sœur. Et c'est venu comme ça, mais c'est vrai que ça commence par une sorte de commande en fait. D'accord. Mais finalement, de la commande, on fait quelque chose de personnel, on se l'approprie, et puis c'était quand même pas une commande sèche, quoi, je faisais un peu ce que je voulais, quoi. Donc c'est né comme ça. Tout à l'heure, au début de l'intro, là, j'ai dit que tu étais scénariste et dessinateur. Et en fait, quelle est la discipline que tu préfères le plus maintenant, avec le recul? Moi, quand j'ai commencé,
Ce qui me plaisait vraiment, c'était de raconter des histoires, faire des gags, de les mettre en place, de voir que la mécanique fonctionnait bien, de faire un storyboard de tout ça, pour que je l'ai devant les yeux. Et ensuite, il se trouvait le problème qu'il fallait le dessiner. Et alors, je sais quand même un minimum dessiner, malgré tout. Mais pour moi, tout de suite, c'était besogneux dans le sens où ça allait pas assez vite, quoi. Et c'était pas une corvée, mais c'était plus long pour moi. Et ça, de temps en temps, ça me faisait trépigner, quoi. Et donc, je prenais moins de plaisir au dessin qu'à la réalisation du scénario. Et puis, au fur et à mesure, en travaillant, en faisant d'autres formats, c'est-à-dire en travaillant sur du 2 pages, et puis en faisant des fois des histoires même un peu plus longues, de 4-5 pages, je me suis dit quand même, ce qui est intéressant, c'est aussi de la narration par le dessin, quoi. Et donc de savoir aussi mettre en place ces éléments pour que la narration se fasse bien, et finalement s'attarder sur le dessin. Donc au fur et à mesure, je me suis quand même attardé à dessiner et à prendre plaisir à dessiner. Donc je sais pas, c'est pas la même chose en fait. Dessiner, scénariser, c'est des choses qui se complètent, mais pour faire les deux, il faut apprendre en fait à aimer les deux, quoi. D'accord. Et j'ai aimé tout de suite scénariser et peut-être plus tard dessiner. Ok. Et justement, en parlant de dessin, quelle est ta technique de travail quand tu dessines? Est-ce que c'est au crayon, enfin à l'ancienne, crayon, couleur, peinture, ou c'est juste du numérique? Ah non, moi c'est tradi, ouais. Tradi? Ouais, je pense que ça me ferait gagner du temps de travailler en numérique. Je pense que je vais un jour m'y attarder un petit peu, mais je crois que ça me fait un peu peur parce que j'ai peur de perdre le contact physique avec le papier. Par exemple, quand je fais du scénario, je suis concentré, donc je ne suis que dans le scénario, je suis pas ailleurs. Quand je dessine, déjà, je suis un peu moins concentré, dans le sens où je peux écouter une émission, écouter la radio. Et quand j'encre, c'est une manière de même, une position assez zen en fait, c'est d'oublier qu'on existe. Je suis mon pinceau, et puis je peux écouter une émission ou écouter de la musique tout d'un seul trait, et puis me rends compte qu'au bout d'une heure, c'est qu'une heure est passée. Ok. Et ça vaut toutes les séances de yoga du monde, quoi, je pense. Je vois que sur ta planche à dessin, tu as des pinceaux. On m'a fait une confidence, je dirais pas qui c'est, mais il est dans la salle. Comment tu les nettoies, tes pinceaux? Comment j'ai nettoie mes pinceaux? Ouais. Qu'est-ce que tu veux entendre? C'est surtout ça. C'est Christophe qui est derrière là et qui rigole. C'est parce que tu veux voir mon slip? Voilà, c'est ça. Hein? Voilà. Donc Dabs nettoie ses pinceaux avec un slip. Voilà. Que j'utilise plus, hein, à part pour les pinceaux. Voilà. C'est vrai que ça, c'est la légende de l'atelier, c'est mon slip. C'est ton slip fétiche pour nettoyer les pinceaux. Fétiche, je vais pas changer. Je dirais, il fait très bien l'affaire. Il fait très bien l'affaire, ok. Je prends une équipe qui gagne. Voilà, c'est ça. Moi et mon slip, on avance comme il faut. En matière d'influence de BD, tu as été influencé par qui pour te lancer dans la BD justement? Est-ce qu'il y a des noms? Pour me lancer, moi, gamin, j'étais baigné dans le Gottlieb, Franquin, et puis après plein d'autres choses, quoi. Je lisais tout ce qui me passait sous la main. J'étais moins attiré par les BD entre guillemets un peu violentes. Blueberry, je me suis mis un peu plus tard, quand il y avait des morts, tu vois, ça me plaisait moins. D'accord. Ouais. Mais dès que Spirou et Fantasio, Tintin, tous les classiques de cette époque, ouais. Et puis après, quand je suis allé à Bruxelles et que j'ai commencé à
à être en contact avec d'autres auteurs, quoi. Enfin, ou futurs auteurs, on peut dire. Parce qu'à l'époque, t'étais un phénomène quand tu dessinais ou scénarisais. Moi, j'étais le seul qui dessinait du collège. On était 2 au lycée. Donc, j'étais le king, quoi. Ouais. Et puis, tu vas dans une école où tout le monde fait la même chose. Et donc, tu t'aperçois qu'il y a des niveaux différents. T'es pas forcément en haut du panier, toi, au niveau des qualités graphiques. Et donc, tu as plein de choses à apprendre. Et tu vois qu'ils n'ont pas les mêmes références. Ils n'ont pas les mêmes... façon d'aborder la BD, et donc c'était super riche dans ce sens-là, et donc tu étais obligé de t'ouvrir aussi l'esprit à d'autres choses. Je me suis mis à lire du comics, un peu de manga, un peu enfin, plein d'autres trucs, ce qui permet de cibler quand même un peu plus d'ailleurs ce que tu veux faire, ce que tu aimes faire, et puis ce que tu peux laisser aux autres, parce que tu n'es pas compétent pour ça, quoi. Malgré que tu puisses apprécier. D'accord. Voilà. Moi, à un moment, je rêvais de faire du gag avec un dessin hyper réaliste, comme peut faire Christophe, par exemple. Je me dis, tiens, ça c'est trop drôle. Puis bon, je pense que déjà, ça aurait pu être drôle, parce que je pense que je serais incapable de dessiner un truc pareil. Mais pourquoi pas un jour scénariser un truc comme ça pourrait être marrant. Ouais. Et est-ce que tu as été approché pour faire du comics, ou est-ce que c'est une aventure qui te tenterait de travailler sur un comics ou un super-héros en particulier que tu aimerais bien dessiner et mettre en scène pour un scénario? Ouais, enfin, comme je le disais précédemment, c'est que c'est au niveau graphique, je pense, ne pas avoir forcément les compétences. Par contre, scénariser un comics, moi j'étais à un moment assez fan de Lobo, de Simon Bisley, parce que je trouvais que il avait un côté nihiliste et punk qui me plaisait beaucoup. Parce que finalement, je pense que, par exemple, on prend Tony Alberto, ça reste quand même, c'est quand même un truc assez iconoclaste, assez punk aussi, moi je trouve, finalement. Et je pensais que là, enfin, il me semble que dans sur un autre ton, une autre manière, enfin, il y avait quand même pas mal d'humour, de toute façon, dans Lobo. J'aurais pu aussi me faire plaisir, je pense. Et pour finir l'interview, est-ce que tu peux nous parler de tes projets en cours? Actuellement, tu travailles sur quoi? Je travaille sur pas mal de choses, donc, comme je te disais précédemment. Déjà, je fais pas mal de presse. Donc je travaille pour des journaux, pour des mensuels, bimensuels, même pour certains, c'est pour toutes les semaines. Et alors c'est de tout, c'est de l'ILU, c'est de la BD. Je travaille par exemple pour le journal de Spirou, ça peut être des commandes de strip, ça peut être des pages, ça peut être des rubriques aussi. Pour Science et Vie Junior, c'est plutôt illustrer des articles, etc., etc. Moi, ça me plaît parce que en fait, j'aime beaucoup le challenge, et donc ça permet de te renouveler aussi. Et donc moi, quand je reçois un article, dernièrement, j'ai eu un truc qui était quand même assez dur. C'était, il fallait que je sois drôle sur un article qui parlait du manuscrit de Voynich, tu vois. Alors, le manuscrit de Voynich, c'est un manuscrit du XVe siècle qui a été écrit par on ne sait pas qui, dans une langue qu'on ne connaît pas, avec des illustrations qu'on ne comprend pas. Et cet article, il n'était pas très drôle, et on me demandait d'être drôle, et je me dis, un challenge, quoi. C'est-à-dire, bon, et tu trouves toujours une manière de contourner le truc pour arriver à faire un dessin qui illustre l'article, et en même temps qui soit quand même assez humoristique pour donner un aspect plutôt léger, quoi, à l'article. Et la presse, souvent, c'est ça. Quand on arrive à Noël, il faut peut-être plus coller à l'humeur du moment, ou quand le journal il a un thème particulier, il faut coller un peu au thème. Je trouve qu'il y a toujours moyen d'être original et de se faire plaisir. L'idée, c'est d'arriver à contourner le truc.
Et parfois, tu arrives à ne pas parler du sujet tout en étant en fait dans le sujet. Moi, ça me plaît ça. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de ta carrière? Eh ben, que je puisse continuer à en vivre jusqu'à tard. Moi, la retraite à 64 ans, ça m'intéresse pas. J'ai envie de continuer à faire ce que je fais. Bah, pour nous, c'est 67, oui. Mais bon, si ça pouvait être à 84, c'est possible. Comme Serge, qui a 84 ans, tout le monde le sait. Maintenant, tout le monde le saura. C'est pas vrai, hein. Après, il va m'en vouloir. Il n'a pas 84 ans. Dans sa tête, il a 21 ans. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah ça, hein, que je sois toujours en forme, que mon bras fonctionne bien, et puis que j'ai toujours des idées pour faire rire le monde entier. Tous les matins, quand j'arrive à cette table, c'est le gimmick parce que les autres l'attendent, je fais « Vas-y Daps, fais-nous rire ». Voilà. Bah, eh ben, merci beaucoup pour l'interview. Et, avec plaisir. C'était un plaisir partagé. Et nous, on se retrouve pour d'autres interviews avec d'autres membres de l'équipe de l'Aquarium. Merci. Eh bien, à bientôt. Ciao. Ciao. Bonjour Tom, merci d'avoir Bonjour, accepté. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton métier de designer? En quoi ça consiste? Alors mon métier de designer, c'est assez vaste parce que je suis assez généraliste dans mon métier. Ouais. L'idée, c'est de créer des relations finalement entre des gens qui vont utiliser des choses, qui peuvent être des objets, qui peuvent être des outils informatiques, des applications. Ouais. Donc les utilisateurs et des clients en fait, qui ont des idées, qui ont des outils. Et donc c'est d'aller rencontrer les gens dans la vraie vie en fait pour voir comment on peut adapter ces outils à leur travail. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu as suivi comme formation? Alors je suis autodidacte. Ah ok. Voilà. J'ai une formation d'historien, donc rien à voir avec ça. Oui. Ouais. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis ici, parce que je suis avant tout passionné par les histoires. Ouais. J'adore la BD d'ailleurs, c'est pour ça que je suis dans cet atelier aussi. Et donc je me suis fait tout seul en fait. Voilà, j'ai fini mon master après avoir fait une fac d'histoire. J'avais fait des sciences politiques et je suis parti en Angleterre pendant 1 an pour apprendre l'anglais. Je suis revenu, je me suis mis à mon compte en tant que graphiste. Ok. Donc c'était un peu compliqué les premières années puisque je partais un peu de rien, j'avais pas la culture non plus graphique. Et puis voilà, au fil de l'eau, j'ai appris en faisant quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de manière assez vague, évidemment, parce qu'il y a le secret, de tes projets? Alors j'ai énormément de projets, voilà, depuis que ça fait 15 ans que je fais ça, donc comme tu vois, je fais des sauts de puce en fait, donc on me dit tu sais faire ça, je fais ouais je sais faire ça, et puis après je cravache comme un fou pour pouvoir apprendre à le faire. Donc j'ai fabriqué des aménagements de bateaux par exemple type Zodiac pour des pompiers, donc ça c'est du design plutôt industriel, mais ce qui m'occupe le plus c'est plutôt le design d'applications informatiques, donc je suis passé vraiment dans le domaine du digital, des applications qu'on dit métiers complexes. Donc mes clients, pour répondre à ta question, on est à Toulouse, donc il y a eu du Airbus, j'ai pas mal bossé pour Airbus. Il y a des grands comptes, Leclerc, alors, par exemple je me suis occupé de refaire les interfaces des caisses, là où les caissières elles tapent quand tu vas faire tes courses, tu vois. Et donc je me suis occupé de refondre tout ça, donc ça c'était un énorme projet. Et après j'ai des projets plus petits avec ça peut être des associations, je travaille énormément avec les bibliothèques par exemple. Les bibliothèques, je fais par exemple des bibliothèques numériques. C'est ce qui permet en fait dans le domaine du patrimoine, alors je vais essayer d'être très rapide parce que sinon voilà, c'est des sujets qui me passionnent, mais c'est d'aller trouver des vieux documents en fait, parce que les bibliothèques ont des archives et elles numérisent leurs archives, et comment on fait pour accéder à ces documents. Voilà, moi je fabrique ces outils-là quoi. D'accord. Et en tant que designer et autodidacte, est-ce que tu t'es jamais dit qu'est-ce que je pourrais faire si je travaillais dans la BD? Est-ce que ça t'a titillé un peu l'esprit de vouloir sauter le pas pour la BD? Ouais, moi ce qui me titille, alors c'est même pas du passé, c'est ce qui me titille, c'est de raconter. Donc moi j'ai toujours voulu raconter des histoires, j'étais plutôt littérature jeunesse. Et après, après je vois comment ils travaillent ici, donc c'est un métier de professionnel. Raconter des histoires, c'est une technique aussi. Et donc ça s'improvise pas, c'est ce que je constate ici. Et donc j'ai toujours ça dans un coin de la tête, j'ai moi-même plein d'histoires dans les cartons, mais bon il faut s'y consacrer quand même à plein de temps, voilà. Et bon, comme là on est dans un atelier où ça parle BD, etc. Dans tes lectures, quelles ont été tes influences
en BD, en Alors, comics même. ouais, moi je lis beaucoup de BD et très différentes. Ouais, donc, enfin, et puis j'ai été aussi dans une famille où aussi mon père aussi a une énorme bibliothèque de BD. Donc mes influences, je dirais, j'ai beaucoup aimé Black Sad. J'aime beaucoup Zidrou, par exemple. Ouais. Voilà, la BD un petit peu feel good BD, j'appelle Ouais, ouais. ça. Qu'est-ce que je lis un peu de tout. Donc dernièrement, tu vois, j'ai découvert complètement par hasard les nains, tu sais, tous Ouais. ces et j'étais agréablement surpris parce que j'en ai vu énormément. Donc je me suis dit, oula, c'est quoi cette grosse série là? Bon, j'ai fait que les nains pour l'instant, mais je trouve ça génial, par exemple, tu vois. Ouais. Et voilà, donc je suis un peu influencé par tout ça. Voilà, j'aime les dessins aussi vivants. Dans la jeunesse, j'aime beaucoup ce que fait Quentin Blake. Je sais pas si tu veux, un illustrateur qui a illustré tous les Roald Dahl, par exemple. Donc voilà, tout. Voilà, j'aime bien lire de tout, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Eh bien, merci Tom pour l'interview et Avec on plaisir. se retrouve après parce qu'il y a encore un autre personnage à interviewer. Merci Tom. Avec plaisir, à la prochaine. Merci. Avec Akira, merci d'accepter l'interview. Avec plaisir. J'ai vu en préparant l'interview que tu avais été bassiste Oui, exactement. du groupe Seaside. Exactement, bien renseigné. Ouais. Comment t'es passé de la musique à la bande dessinée? En arrêtant la musique, tout simplement. Non, ça fait un moment quand même que je fais plus trop de musique. Ouais. Et je suis passé par d'autres chemins dans mon parcours. Je suis passé par la cuisine entre-temps. Ouais. Et je suis passé par le Covid aussi, comme beaucoup de gens. Ouais. Et du coup, après le Covid, il y a eu, comme beaucoup de gens, je pense, une remise en question, un petit peu une réflexion en tout cas un peu profonde sur le sens de beaucoup de choses, et notamment de ce qu'on faisait de ces journées. Quand on n'est pas confiné. Et puis voilà, est revenu un rêve d'enfant de faire de la BD, parce que moi petit, je voulais pas être pompier, quoi. Je voulais pas être fleuriste, je voulais être dessinateur de BD. Et puis ça m'est passé avec l'âge. Mais voilà, j'y suis revenu tardivement, mais j'y suis revenu. Comment t'es venue l'idée avec Frédéric Poulet de faire une BD sur le rugby? Est-ce que c'est la région? Est-ce que t'es fan d'une équipe? Alors, je dois avouer que la région a dû jouer, parce que ici, c'est vrai que c'est vraiment le cœur de l'Ovalie. J'ai habité dans le Gers, où c'était encore plus, pendant mon lycée, c'était encore plus la culture rugby. Moi, j'étais pas rugby quand j'étais au lycée, justement, j'étais basket, quoi. J'étais l'autre versant des années 90 avec la Dream Team. Et en fait, c'est en arrivant ici, Frédéric Poulet avait contacté le festival de l'ANTA et avait rencontré Serge Carrère, à qui il avait confié un bouquin qu'il avait écrit sur le rugby, pour parler des origines du rugby qui aurait eu 200 ans en 2023. Et donc du coup, il voulait l'adapter en bande dessinée. Serge n'avait pas le temps, il m'a dit bah, écoute, si ça t'intéresse, voilà le bouquin. Et voilà, ça a été le premier projet sur lequel je me suis penché. Et on l'a sorti pour les 200 ans du rugby et la Coupe du Monde en France. Donc il y avait une petite, quand même... Enfin, on s'est dit que c'était le coche était là, quoi. Ouais, le bon timing était Voilà, là, c'était là ou jamais, quoi. J'ai vu que tu étais un touche-à-tout, compositeur, BD, réalisateur de clips. J'ai fait aussi ça, ouais. Ouais. En fait, avec tout ce que tu as fait, c'est quoi ta discipline préférée? Je pense qu'au fond, je serai toujours musicien. Ouais. Ouais, je pense qu'à chaque fois que je prends un instrument ou que je pense que ce que j'ai appris un petit peu plus techniquement, le plus tôt et le plus longtemps, c'était la musique. Donc je pense que c'est mon vélo en fait. Je pense que je reprendrai toujours un instrument avec les mêmes. Alors, les muscles sont pas toujours. Ça demande un peu de temps, mais je pense que le muscle créatif, il sera toujours musical. D'accord. Ouais. Ton apprentissage de la musique, tu as appris pendant combien de temps? Tu as fait de la musique combien de temps? Je fais de la musique de 12 à 30 et quelques années, 35 ans. Alors après, j'ai appris qu'au début, on va dire. Je suis plutôt pas autodidacte, mais j'ai pris quelques cours au début. Et après, c'est vrai que j'ai pas fait de solfège, j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait de conservatoire. Donc c'est vraiment la pratique et la composition surtout qui m'a intéressé très vite. Et non, je pense vraiment, ouais. J'aime beaucoup le dessin, j'en faisais avant la musique, mais je pense que quand même je suis plus musicien dans ma tête. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler de tes projets en cours? Oui.
Non, non, top secret. non, il n'y a rien de. Je travaille pas sur un Astérix, donc ça va. J'ai le droit d'en parler, ni sur le futur Tintin, donc ça va. Hélas pour moi, ou peut-être pas, je sais pas. Mais non, bah là, je suis en train de travailler sur des planches pour une revue qui s'appelle Acide formique, qui sortirait a priori au printemps prochain. Voilà, donc il y a le numéro 1 qui est sorti à l'automne et ils m'ont contacté pour le numéro 2, donc je suis très content. Et à côté de ça, après mon premier album, j'ai fait plusieurs projets qui n'ont pas été retenus par les éditeurs, mais on va quand même essayer d'en pousser un jusqu'au bout. Comme le premier album était sorti sans éditeur aussi, on se dit que peut-être celui-là trouvera le même chemin, avec le même succès relatif, mais voilà, on a quand même écoulé le stock, donc c'est déjà ça. Donc voilà, je travaille avec un scénariste qui s'appelle Guillaume Thénault, qui habite à Prague. Et on travaille sur un album qui parle du festival d'Angoulême. Donc en ce moment, on se pose pas mal de questions. Ah oui. Mais c'est d'actualité. Ouais. C'est d'actualité. Est-ce que ça le sera encore au moment où on travaille sur l'album, au moment où il sortira, au moment où on en fera la promotion? Je sais pas. Il y a des choses un petit peu qui se passent là. Mais voilà, c'est sur le parcours un peu picaresque d'un jeune auteur à Angoulême. D'accord. Et en matière de BD, parce que j'ai posé un peu la question à tes autres collègues de l'atelier, quelles sont tes influences en matière de BD ou comics, si tu as lu des comics? Oui, j'ai lu des comics, des mangas et de la BD, ouais. Moi, je pense que la première influence, ça reste Uderzo, parce que ça reste Uderzo. C'est-à-dire qu'Astérix, c'est vraiment Goscinny Uderzo, c'est vraiment, je pense, quand je le lis, c'est naturel, quoi. C'est le dessin naturel. J'ai même pas idée que c'est dessiné ou que c'était scénarisé. C'est tombé comme ça du ciel et voilà, c'est mon enfance, c'est tout ça. Et après, toute la franco-belge, voilà, on va dire Dupuis, Dargaud, voilà, tous les Gaston et compagnie. Je suis moins BD fantastique, moins BD aventure et tout ça. Et après, c'est vrai que je suis passé sur le manga un petit peu à l'adolescence, enfin, la préadolescence, parce que Club Dorothée, tout ça. Et voilà, je fais Zodiac, Dragon Ball, Akira, qui a influencé mon pseudonyme, qui était vachement bien pour la musique, mais qui est vachement moins pertinent pour la BD. Bon, je regrette pas, mais voilà, je me dis que j'aurais pu choisir autre chose. Et comics, après, j'y suis arrivé vraiment assez tardivement, mais il y a des trucs comics indés, Daniel Warren Johnson, des gars comme ça, vraiment que je trouve hyper intéressants, mais il y a tellement de choses dans comics que bon, j'arrive pas à faire le tour. Et après, non, plus récemment, j'ai découvert Yves Chaland, qui est un dessinateur des années 80, qui est décédé prématurément dans les années 90, début 90, et qui était hyper influent pour on va dire, le renouveau de la ligne claire franco-belge et tout ça, et je suis très marqué par son style, et on va dire c'est ce qui m'a le plus influencé ces dernières années, le plus inspiré, graphiquement en tout cas, et après sur le fond, oui, c'est d'une autre époque, donc c'est intéressant aussi, mais ça me porte moins sur le style, mais non, après voilà, moi j'aime bien la BD d'humour, j'aime bien. Ouais, j'ai lu pas mal Fluide quand j'étais ado, ouais, pas mal, ouais. Est-ce que tu aurais envie, si on te le proposait, de te lancer dans le comics pour dessiner ou pour intégrer une équipe pour dessiner un super-héros que tu aurais lu quand tu étais plus jeune? Je sais pas si j'ai les capacités, en fait. Mais comme si on me disait, j'étais bassiste, mais moi j'ai toujours été un peu un punk, donc si on me disait, oui, on va jouer dans un super groupe qui fait des reprises de super groupes hyper compliqués, je sais pas, déchiffrer des trucs, ça m'intéresse pas forcément. Alors, pourquoi pas, mais je sais pas si j'en ai les capacités. Après, l'envie, oui, si. Ça doit être toujours rigolo de faire des choses autour je sais pas, on me l'a jamais proposé, mais ça doit être marrant, mais ça doit te poser quand même des sacrées questions. À mon niveau, en tout cas, les questions, elles se poseraient beaucoup plus que pour un très bon dessinateur qui sait bosser et qui sait tenir des délais, tenir voilà, la technique et tout ça. Après, c'est vrai que le comics, c'est large, mais bon, mon style est pas très comics. D'accord. Dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour le reste de ta carrière? Non, de toujours être libre de faire ce qui me plaît. Ouais, parce qu'au final, moi, c'est plus ce qui m'importe le plus, c'est de pouvoir faire ce que je veux, en fait. Okay. Si un jour on me donne l'occasion de me payer pour le faire, je serais très content. Mais je sais pas, entre être payé pour faire un truc que j'ai pas envie de faire et ne pas être payé pour un truc que j'ai envie de faire, mon choix il est vite fait, en fait. Ok. Voilà. Ouais. Bon, ben, c'était Akira dans l'interview Bienvenue à l'atelier L'Aquarium. Merci Akira. Merci à toi. Merci. On est toujours à l'atelier avec Christophe Beck.
Donc, chers amis de l'apéro BD, vous pouvez voir qu'il travaille à l'atelier et non pas dans ma cave, comme la rumeur vous avez eu l'habitude de le mentionner à chaque apéro. Merci Christophe de m'accueillir à l'atelier. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets en cours, ou de celui qui va arriver en février? Oui, donc en février, le 6 février, ça sera la sortie du Torgal Saga que j'ai co-scénarisé et dessiné, qui m'a demandé 2 années complètes de travail. Voilà, c'est 100 pages. Histoire que j'ai co-écrite donc avec Valérie Mangin, qui est bien connue des amateurs de BD, notamment pour sa reprise d'Alix et Alix Senator. Bon, elle a fait beaucoup d'autres choses, évidemment. Qui devait sortir en avant-première au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, dont on attend de savoir si cette édition 2026 aura lieu ou pas. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, les gros éditeurs, dont le Lombard, qui est l'éditeur du Torgal, a boycotté. Je sais qu'il y a une réunion, aujourd'hui même, une grosse réunion qui se tient dans la soirée, je crois. On verra s'ils reviennent sur le boycott, voilà, et si donc l'album sera présenté en avant-première. D'accord. Comment ça s'est passé l'écriture sur ce Torgal Saga? Comment vous êtes partagé les tâches avec Valérie? Alors en fait, l'idée première était de moi, même à un moment, j'ai pensé tout assumer, ces scénarios dessins, c'était l'intention première. Et puis quand même se confronter à Jean Van Damme, qui n'est pas le scénariste le premier venu, quoi, on va dire, qui a une petite carrière de quelques succès. On peut rappeler 13, Largo Winch, Les Maîtres de l'Orge et Torgal, évidemment, et puis bien d'autres séries. Et puis Rosinski, qui est un immense dessinateur, qui est un grand maître, qui moi est un dessinateur que je vénère depuis que je suis ado, depuis que j'ai découvert ces pages dans le journal de Tintin quand j'avais 12-13 ans, je ne sais plus exactement. Et j'avais été frappé vraiment par ce dessin à la fois réaliste, mais en même temps qui a aucun code habituel de la bande dessinée, quoi. C'est vraiment un pur dessinateur. D'ailleurs, ça a été difficile de dessiner Torgal, parce qu'en fait, lui-même ne le dessine jamais réellement pareil, puisqu'il n'a pas de code. Mais évidemment sous la plume ou le pinceau de Rosinski, c'est Torgal. Mais alors quel Torgal dessiné? Voilà, ça n'a pas été évident au début. Et donc bon, voilà, je me suis aperçu que c'était un peu trop lourd, sans doute pour mes petites épaules, et donc j'ai pensé me faire aider à l'écriture. Voilà, j'avais une idée, mais qui n'était pas extrêmement développée. Je me suis dit qu'effectivement, il n'y avait que des hommes qui avaient travaillé sur Torgal. Et donc peut-être une touche féminine serait pas mal. Donc d'abord j'ai pensé aller chercher plutôt du côté des romancières. Bon, et puis finalement je me suis dit ouais, mais ça va être un peu compliqué. Une romancière, elle saura pas forcément raconter en bande dessinée. Et puis à partir du moment où j'ai renoncé à cette idée, instantanément je me suis dit mais il y a Valérie, je la connais depuis plus de 20 ans. C'est une scénariste aguerrie. Elle a fait des tas de choses que j'ai aimées. Donc je me suis dit ben, voilà, je vais proposer à Valérie. Je sais pas si ça va l'intéresser. Bon. Je l'appelle, et puis elle a hésité, je crois, un centième de seconde à peu près, parce qu'elle aussi était super fan de Torgal. Voilà. Et ensuite, on a travaillé ensemble sur ce qu'on appelle le synopsis, c'est-à-dire en gros un long résumé de l'histoire. Bon, voilà, on a confronté nos idées, voilà, on a fait une dizaine de versions, je crois, du scénario, même un peu plus. Ouais, voilà. Et ensuite, je lui ai demandé de faire une chose particulière qu'elle n'avait jamais fait jusqu'à auparavant, mais qu'elle a accepté. Je voulais pas un découpage, case à case, page à page. Donc, je voulais en fait ce qu'on appelle une continuité dialoguée, c'est-à-dire que les dialogues et des descriptions succinctes, pour qu'ensuite, moi, je puisse vraiment découper là-dedans, tailler, enlever des choses, en rajouter. Et donc là, comme on se connaît depuis longtemps et que je crois qu'elle aime mon travail, elle m'a laissé faire comme je voulais en toute confiance, quoi. Et donc, du coup, ça a été très facile. Ça a fonctionné très facilement. Et en tant que scénariste et dessinateur, comment on en vient à vouloir faire un Torgal ou un Torgal Saga? Est-ce que c'était une envie qui datait de très longtemps, ou est-ce que ça a été une commande de l'éditeur? Non, ni l'un ni l'autre. Ok. Ni l'un ni l'autre. Après moi, c'est vrai, j'ai toujours été fan de Torgal.
Mais jamais ça m'était venu à l'idée d'en faire un. De toute façon, c'était pas possible puisqu'il n'y avait que la série mère et puis ensuite certains spin-offs, mais où il y avait déjà des dessinateurs installés, etc. Non, en fait, ce qui m'a donné l'idée, c'est le premier Torgal Saga de Romain Recht, que je connais un peu, et qui est venu le dédicacer à Toulouse, et on a dîné un soir ensemble. D'accord. Et lors de ce dîner, effectivement, d'en discuter avec lui, ça m'a donné envie, en fait. Ouais. Mais je peux pas dire que c'était un truc vraiment qui soit hyper fixé dans ma tête. Mais je me suis dit, tiens, suite à ça, je vais essayer de faire une page. J'ai fait une fausse page, Torgal, pour voir un peu juste ce que ça donnerait avec mon style. Et je me suis aperçu que ça coulait facilement, en fait. Voilà. Ouais. Donc je me suis dit, bon, allez, je tente, j'envoie au Lombard. Lombard m'explique que c'est pas eux seuls qui décident, c'est Grégor Rosinski et son fils Piotr. Vanna n'a pas son mot à dire parce qu'en fait, il a vendu les droits patrimoniaux de Torgal, mais pas Rosinski. Donc Rosinski garde encore un œil sur Torgal. Et voilà, et ils ont accepté, ils ont validé cette page test. Et donc là, le Lombard revient vers moi et me disent bon, ben on y va, et évidemment, t'as une histoire. Je leur dis oui. Bon, j'avais une idée de 3 lignes, voilà. Donc, pourquoi après j'ai pensé à me faire aider, etc. Voilà, quand il a fallu vraiment y songer, que ça devenait concret, évidemment, là j'ai tout mis en œuvre et j'ai travaillé sérieusement. Voilà. Est-ce que tu as eu un coup de pression quand ils ont envoyé ta première page à... Pas vraiment, puisque moi je faisais ça un peu comme ça, presque comme un gag, quoi. Voilà, comme une bouteille lancée à la mer. Donc ça aurait été refusé, mais tant pis, je serais passé à autre chose. Voilà. Mais à partir du moment où ça a été accepté, là je me suis dit bon, bah voilà, là c'est une opportunité et là il faut travailler sérieusement. Et là je m'y suis mis, mais à fond. Jamais je me suis autant immergé dans un album que dans Torgal. Vraiment, ça a été 2 ans qu'avec Torgal. Parce que quand on s'était vu pour Inexistence, la durée du travail avait été beaucoup plus longue. Oui, mais c'est ça, et c'était très morcelé. D'accord. Tandis que là, vraiment, ça a été 2 ans complets dessus, à ne penser qu'à ça. Et du moment où ils t'ont donné l'accord pour faire le Torgal Saga, et ils t'ont dit voilà, il faut que ça sorte à telle date, ou c'est... Non. Ça s'est arrangé après au Non, des mois. J'avais 4 ans pour le dessiner, mais moi, je savais que... Enfin, je voulais me donner les moyens de le finir avant. D'accord, ouais. Déjà parce que je voulais travailler que là-dessus, donc je savais qu'il ne me faudrait pas 4 ans pour faire 100 pages, mais plutôt 2 ans. Et puis je voulais aussi que mon album ne sorte pas trop tard, parce que je me disais, plus il y aura de Torgal Saga, plus ça risque un peu l'intérêt risque de se diluer. Voilà. Donc j'ai fait en sorte d'avancer très régulièrement. Et en voyant que j'avançais régulièrement, le Lombard a décidé finalement que ça serait le 6e. Voilà, le 6e album. Ok. On a une certaine pression quand on dessine un personnage tel que Torgal. Énorme. Énorme. Enfin, je sais pas si on a... Enfin, moi, je me suis mis une pression énorme, puisque Rosinski étant un de mes maîtres, forcément, c'est quelque part, c'est se mesurer lui. Et en plus, nous, avec Valérie, comme on est un peu, à la fois un peu inconscient, et en fait, c'est aussi, si on le faisait, c'est parce qu'il fallait que ça réponde, que ça résonne en nous. C'est elle, son album préféré, c'est Au-delà des ombres. Moi, c'est plutôt Ali Noé et Les Archers. Donc on s'est dit, eh ben, on va situer cet album dans cette période-là. D'accord. Qui est pour nous deux, et pour beaucoup de lecteurs, la meilleure période. C'est-à-dire cette période qui part d'Au-delà des ombres et qui va jusqu'à la fin du cycle du PIK, voire le Maître des montagnes. Moi, j'avais même jusqu'à Louvre. Mais bon, en tout cas, on le situe entre des albums cultes. Alors, très précisément, il est entre La chute de Brexarit et Ali Noé. Voilà. Ça me fait bizarre que tu parles d'Ali Noé parce qu'avec Jules de la chaîne Jules et Nico, on est en train de faire un concept d'émission où on parle d'absolument tout Torgal. Ah oui, d'accord. Donc on reprend les albums, on dit ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, et quand on est arrivé à Ali Noé, cet album-là, quand on a l'ambiance du personnage, elle nous a foutu la trouille. C'est malsain, il était malsain cet album. Je l'ai adoré, c'est un de mes préférés.
avec un Torgal Saga du Harissa. Mais celui-là, quand on en a parlé, il nous a pas retourné, mais il nous a filé vraiment un peu les miquettes. Il est très particulier Ouais. dans la série Torgal, mais aussi dans toute l'œuvre de Van Damme. Ouais. J'en viens même à me demander, moi, comment il a pu l'écrire, parce qu'il est vraiment à part. Alors, peut-être, effectivement, quand on a lu aussi le Schninkel, Ouais. voilà, on comprend peut-être un peu mieux, mais il est quand même très très particulier, effectivement, par son ambiance. Le fait qu'il n'y a quasiment pas Torgal, en fait, on le voit Non. juste au début à la Ouais, fin. c'est ça. Effectivement, ouais, c'est presque un huis clos sur cette île. Ouais, moi, c'est un de mes préférés. Je dis avec les archers, qui pour moi, les archers, c'est Aussi, ouais. le summum graphique de Rosinski. Et en fait, c'est un scénario de western, quoi, Ouais. quelque part. C'est Et ça. il est magnifique aussi, ouais, c'est un très grand album. Par rapport au visuel que tu as posté sur tes réseaux là, pour le Torgal Saga, comment vous vous êtes arrangé pour choisir la couverture de l'édition, on va dire un peu premium? Ouais, l'édition Prestige. Ouais. En fait, moi je fonctionne assez simplement sur les couvertures. Honnêtement, je suis assez critique sur mon travail, mais je suis un assez bon cover artiste, on va dire. D'accord. Globalement, c'est un Ouais. truc qui m'est assez facile. Voilà. Enfin, facile, entre guillemets. C'est-à-dire que je sais que j'ai la capacité de faire des couvertures impactantes. Voilà. Donc généralement, j'envoie pas 50 projets. D'accord. J'en envoie même qu'un. Ok. Donc pour l'édition courante, j'ai envoyé un projet qui a été accepté tout de suite. Ouais. Et pour l'édition Prestige, ça a été pareil. Voilà. D'accord. J'ai envoyé ce projet de gros plan de notre déesse qui s'appelle Uldra, la déesse d'ombre, voilà. Et ça a été accepté. Après, je l'ai retravaillé plusieurs fois, quand même. Même tout à la fin, j'ai refait tout le visage. Bon, ouais. voilà, c'est là où parfois c'est un peu plus compliqué quand même. Mais il se trouve que ça a été validé, voilà, dès la première proposition. Parce que généralement, moi, j'envoie une version assez poussée, c'est-à-dire en rough, déjà en couleur, déjà peint, Ce que j'ai tout demandé, ouais. qui déjà donne envie, on va dire. Voilà. Et la couleur rouge qu'on voit, c'était un choix. Ouais, dès le départ. Ouais. Ouais. Il fallait que ça attire l'œil. Oui, bah c'est ça. Uldra, elle est rousse, Ouais. puisqu'elle a les cheveux couleur d'ambre en Ouais. fait, et donc je voulais un fond encore plus puissant en fait que sa couleur de cheveux, quoi. D'accord. Et comment vous êtes entendu, tu vois, tu donnes le nom de la déesse d'ambre, comment vous êtes entendu avec Valérie pour donner le nom du personnage? Vous avez fait des recherches par rapport aux autres albums? Non, alors c'est pas par rapport aux autres albums, mais par rapport à la mythologie nordique. Et Uldra est une déesse de la mythologie nordique en fait. Ok, Voilà. d'accord. Alors par contre, ce n'est pas une déesse d'ambre, ça c'est une invention de Valérie. Ouais. La caractéristique qu'elle a, c'est qu'elle a une queue de renard et qu'elle peut se transformer si elle est en colère. Donc ça, on a conservé ça. Ouais. Mais par contre, je ne crois pas qu'il y ait de référence à l'ambre. Mhm. Il me semble que c'est une invention de Valérie. Il y a eu énormément de recherches, comme tu parles. Je pense pas qu'il y en ait eu tant que ça, non, Ouais. parce qu'en fait, Torgal, c'est pas de l'historique, Non. en fait, c'est de l'heroic fantasy. Ouais. Mais par rapport Certes, au le personnage. cadre est Ouais. viking. Ouais. Ah, après, par rapport, oui, on a Ouais, relu ouais. tous les albums, Ouais. évidemment, on a relu tous les albums, moi, elle, moi, évidemment, pour se replonger complètement dedans. Mais pour revenir à la question là, de la pression par rapport à Rosinski, effectivement, au départ, moi, je dessinais avec les albums ouverts, voilà. D'accord. Non pas que je voulais copier le style de Rosinski, mais je voulais quand même un peu adapter mon style. Par exemple, j'ai repris les bulles en forme de nuages, j'ai fait des hachures plus courtes que ce que je faisais habituellement pour me rapprocher un peu du style de Rosinski, mais sans jamais chercher à le singer. C'était pas ça le but. Mais au bout d'un moment, je les ai refermés. Parce qu'en fait, ouais, je sentais que voilà, j'étais toujours en comparaison, quoi, par rapport à lui. Ouais. Et surtout, j'avais les grands albums ouverts et évidemment, mon dessin ne supportait pas la comparaison. Donc, j'ai préféré refermer et je le rouvrais que quand c'était nécessaire. Parce que dans notre album, il y a parfois des références à d'anciens albums. Donc là, effectivement, je me replongeais, mais sur des choses très précises. D'accord. Voilà. Mais à un moment donné, ouais, j'ai dit, j'oublie Rosinski. D'accord. Désolé pour Rosinski, mais il faut que je l'oublie. Ouais. Voilà. C'est approprié un peu le personnage. Ouais, disons, il fallait que je me libère un peu de cette pression. Et puis il fallait avancer, il fallait tomber les pages. Puis au départ, c'était comme 80 pages, finalement il en fait 100, on a choisi d'en rajouter 20, donc aussi pour avancer, voilà, il fallait être un peu plus, un peu plus libre, quoi.
Et alors, je sais pas si après, à la sortie de l'album, il y aura des séances de dédicace ou quoi. Est-ce que ça va être prévu ou... Il y en aura quelques-unes, pas énormément, mais D'accord. quelques-unes, ouais, très ciblées. Ouais. Ok. Ouais. Bon, merci Christophe Pas de rien, avec pour plaisir. l'interview sur le Toriel Saga. Et nous, on continue un peu les interviews et j'ai rendez-vous avec Benoît. Oui, alors avec Benoît, il y a un truc qui est interdit, c'est parler de cinéma. Ok, bon, Voilà. on parlera pas de cinéma. Il n'aime pas ça, Ouais. il n'en parle jamais. D'accord. Ne parle pas de cinéma. Ok, bon, voilà. Sinon, oui. Voilà, c'est ça. Merci. Benoît Dafis, Ouais. merci pour m'accueillir pour l'interview. Ouais. Alors, tu es animateur, réalisateur? Je suis réalisateur. Du coup, j'ai récemment réalisé un film qui est sorti cet été, qui est sur les plateformes, sur Canal+, tout ça, qui s'appelle Falcon Express. Ouais, Donc, j'ai vu. film d'animation avec des animaux dans un train fou, un film d'action pour enfants. Donc voilà. Ouais. Ah oui, Et, justement, ouais. comme tu parles de Falcon Express, comment s'est construit le projet? Le projet, moi, je suis arrivé sur le projet, j'étais pas encore réalisateur, donc je suis dessinateur, donc j'avais fait des personnages tout début de production, de pré-production du film, et il n'y avait pas de réalisateur, donc je me suis proposé dessus. Ça faisait longtemps que je travaillais à TAT, D'accord. qui est la boîte de production qui a fait le film, Ouais. et ça s'est fait comme ça. Et puis j'ai un ami aussi qui bossait à TAT, qui s'est proposé, on a fait le film à deux, donc c'est avec Jean-Christian Tassi. Donc, Ok. voilà. Comment ça se passe un processus d'un dessin animé, la création, le développement? La création, il y a là c'est un film de studio, Ouais. donc c'est le studio qui est à l'origine du projet. Mhm. Donc il y a une histoire un scénar qui a été écrit. À partir du scénar, moi j'étais arrivé très très tôt, où j'étais pas réalisateur, donc je faisais des dessins pour vendre le projet, plutôt des personnages. Mhm. Et ensuite, quand la production, quand le scénario est validé, qu'il y a un distributeur, qu'il y a tout un tas de choses, qu'il y a un financement qui est fait, le film démarre et après il y a toutes les étapes de création d'univers avec des concepts, des recherches graphiques, du storyboard et toutes les étapes techniques de modélisation, qui sont artistiques aussi, et après l'animation, enfin, je suis un peu laborieux, désolé, je suis. Ouais, et ouais. Combien ça a mis de temps pour la concrétisation du projet Le projet pour Falcon? Pour Falcon, le projet, il a mis 3 ans et demi de production, Ah ouais. donc qui a été un peu plus long que les autres projets de TAT. Si on prend vraiment depuis le tout début, c'est vraiment où c'était l'écriture du scénario, même du pitch et du traitement, c'est il y a 5 ans. C'est 5 ans. Donc d'un bout à l'autre, c'est environ 5 ans. Et au niveau du financement d'un projet comme Falcon, c'est le studio qui apporte les capitaux pour le créer, ou le studio a fait appel à des mécènes, on va dire? Après, C'est sur en la autoproduction. il y a besoin de financement c'est un projet qui est assez, enfin, c'est quand même, il y a un certain budget pour un film français à une échelle américaine, c'est très peu, quoi. Mais il y a plein de, il y a le studio qui met de l'argent dedans, il y a les chaînes de télévision, il y a les distributeurs. Après, c'est assez complexe, toute l'organisation de la production, mais c'est pas les mêmes dynamiques que les dynamiques américaines, où c'est vraiment les studios qui mettent l'essentiel de l'argent dans les films. Le studio en même, il y a d'autres, il y a des partenaires à différents niveaux qui mettent, même au niveau de certaines ventes à l'étranger avec les distributeurs internationaux, c'est assez complexe. Donc Est-ce que tu as des cinéastes qui t'ont influencé pour ton boulot? Ouais, après
plutôt une culture de vidéoclub. Donc Ouais. il y a dans le film d'ailleurs, je pense qu'il y a vraiment tout un pan de films d'action qui a de vidéoclub avec et pas que, donc les films d'action des années 80-90, donc il y a Meilleure du période. c'est ouais là, où il y a encore du physique et tout ça, donc il y a du John McTiernan, il y a du George Miller, il y a du Tony Scott, il y a du John Woo, il y a Jackie Chan, il y a après dans les acteurs il y a Steven Seagal, Chuck Norris, pas forcément pour les plus nobles, mais après Schwarzenegger, Stallone, c'est vraiment tout ça, c'était un peu infusé, le film s'est un peu infusé là-dedans quoi. D'accord. Donc, Et quand tu réalises un film ou quand tu travailles sur un film, quel est ton principal objectif? Est-ce que tu te dis il faut que j'axe mon travail plus sur ça ou sur je sais pas, sur les décors, sur les personnages, comment tu travailles? c'est après moi déjà c'était la première fois que j'étais en réalisation sur un métrage, donc il y a pas mal de choses où on doit composer avec pas mal de contraintes, hein, donc mais l'essentiel c'est toujours la narration en fait. C'est quand il y a des soucis, on se dit qu'est-ce que ça doit raconter, est-ce que les personnages sont présents, est-ce que l'image raconte ce qu'il y a à raconter, et puis après on essaye d'avoir le meilleur résultat avec le contexte et les contraintes, hein. Mais l'essentiel c'est toujours narration, il faut que les gens soient pris dans l'histoire et qu'ils trouvent les personnages sympas, que la comédie fonctionne, donc l'essentiel c'est toujours la narration quoi. Donc, d'accord. Est-ce que là en ce moment t'as des projets en cours? Là on réfléchit avec Jean-Christian qui est le réalisateur, on réfléchit à d'autres projets, peut-être une éventuelle suite, mais on ne sait pas encore exactement ce qui va naître. Et puis de mon côté j'essaye de réfléchir à d'autres projets. Après je travaille un petit peu sur de la création de personnages pour d'autres projets, donc voilà quoi. C'est encore en construction. Okay. Le film n'est pas sorti il y a très longtemps, donc là en plus le film marche bien au niveau international, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, donc voilà, là c'est on tâtonne un petit peu sur quoi on va repartir, donc parce que faire un premier film déjà c'est compliqué, faire le deuxième ça l'est aussi, donc surtout si c'est une suite, après il faut que ça soit mais après que ça soit une suite ou autre chose, mais c'est puis l'animation est dans une époque particulière en ce moment avec toutes les questions liées aux IA notamment. Il y a pas mal de facteurs qui font que la période est un peu dans le flou aussi, donc voilà, il y a tout ça à voir en parallèle quoi, donc. Ok. Est-ce que tu as une certaine pression? Est-ce que tu as eu une certaine pression quand le film est sorti? Le film, quand il y a la sortie, il y a plusieurs choses. Il y a eu la première du film qui s'est faite à Annecy, donc ça a été la première projection en public. Donc déjà, quand on travaille pendant autant de temps sur un film, on sait avoir le recul. C'est pas toujours évident de savoir quelle va être la réaction du public. Donc on avait eu des bonnes réactions, donc ça, on a été content de ça, quoi. Et après à la sortie, on veut que le film marche, qu'il soit bien accueilli, donc on a un peu toute cette pression-là et que le film soit un succès. Donc oui, on a un peu toutes ces interrogations, et puis après, on pense toujours à ce qui arrivera ensuite. Donc voilà, il y a un peu tout un tas de questions qui se posent quand on finit tout ça, quoi. Okay. C'était Benoît Dafis pour l'interview à l'atelier Aquarium. Merci Benoît. De rien. À bientôt. Ciao. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir les différents artistes qui gravitent au sein de cet atelier de l'Aquarium à Toulouse. Je voudrais remercier infiniment pour leur disponibilité, leur gentillesse et leur patience. Dabs, Tom, Akira, Benoît et évidemment Christophe Beck qui m'a gentiment proposé ce projet il y a un petit mois de cela. Et, merci infiniment de m'avoir permis de
rentrer au sein de l'atelier pour faire ces interviews. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, Christophe, et au plaisir de tous vous revoir lors d'un prochain passage à Toulouse. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!